Question à la salle, mais une question de Benoît avant, non? Oui, on va passer à la salle. Alors, M. Ternamian. Avant de passer la parole à la salle, l'année dernière, on avait à ces rencontres, on avait le président du groupe Courlancy, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a introduit une politique territoriale sur l'ex-Champagne-Ardenne extrêmement volontariste et dynamique. Et d'ailleurs, Christophe Lannelongue, hier, l'ARS du Grand Est, l'a évoqué en disant que c'était quelque chose sur lequel il souhaitait vraiment se fonder. C'est-à-dire une politique territoriale très systématique de relais à partir d'un vaisseau amiral très technique, mais aussi de consultations avancées, voire demain peut-être de l'investissement dans des maisons pluridisciplinaires, de premier ou de deuxième recours d'ailleurs. J'aimerais bien un peu demander aux praticiens ce qu'ils en pensent et si on peut voir ces exemples se multiplier dans d'autres régions, notamment, Jérôme, dans des régions où des groupes comme le tien peuvent avoir, non pas un monopole, mais quand même une présence très significative, quoi. Est-ce que c'est des perspectives qu'on peut voir? Oui, très, très rapidement, parce qu'il faut qu'on s'arrête à 13h pétantes. Ces perspectives, on les voit, je l'ai dit tout à l'heure, pour le coup, ça ne peut pas se faire si ça ne se fait pas avec les médecins. Dans la salle, il y a le docteur Boras qui est à Limoges. La discussion que nous avons aujourd'hui avec les uns et les autres vis-à-vis de l'avenir de la clinique de la Marche avec le centre hospitalier de Guéret se font dans ce cadre-là. Et nous ne pourrons, et je pense que ça sera pour le bien de tout le monde, nous ne pourrons mettre en œuvre ces schémas-là qu'à partir du moment où ça se fera ensemble. Le fait est que pour l'instant, ça se fait avec les médecins, donc tant mieux. OK. Oui, excusez-moi, je voudrais compléter par rapport à ça. C'est vrai, on a évoqué la problématique de zones d'attraction et de territoires qui sont différents en fonction des spécialités. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les établissements ont cette approche à l'esprit. Et il faudra bien qu'ils se positionnent sur leur territoire en fonction des spécialités qu'ils développent. Et qui ne seront pas forcément les mêmes territoires, ce qui fait qu'il y aura une vraie difficulté d'approche. Mais c'est une réalité, on en a parlé depuis un jour et demi. La réalité territoriale est une réalité et le secteur privé ne sera pas absent de cette réalité territoriale. Oui. Non, attends, j'y vais. Attends, j'y vais en premier. Encore. Il est debout depuis un bon moment. Quand même. Donc, Ternamian, je suis le président de l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes, mais je suis aussi radiologue. Je suis président des spécialistes de la FMF et vice-président de la FNMR, le syndicat des radiologues. Et là, je rejoins ce que dit Jérôme Nouzareth, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement un décalage important entre ce que l'on peut ressentir en discutant avec Cécile Courrèges, avec Jean-Yves Graal, où on arrive à dialoguer, et des situations que nous vivons dans d'autres territoires. J'en veux pour preuve un exemple qui est caricatural, et ce n'est pas ma région, donc je peux m'exprimer, c'est l'IRM de Bergerac. Typique, le 10 octobre, ils sont coincés. Et sur des arguments qui, on va dire, posent un vrai problème, qui sont à mon avis complètement fallacieux, on est en train de déstructurer un territoire où il y avait un établissement avec une IRM, on en met une deuxième, ce qui est normal, on a quand même un retard d'implantation d'IRM qui est magistral en France, on est au niveau, au point de vue population par million d'habitants, on est au niveau de la Turquie, il faut quand même le savoir. Eh bien, quelque part, il y a un décalage entre ce que les contraintes que l'on peut avoir en tant que professionnel libéral en collaboration avec les directions, on rend compte parce que quelque part, il y a quelqu'un qui décide arbitrairement de changer la donne. Et ça, je voudrais que ça cesse. Ces rencontres, si vous voulez, sont l'occasion de dialoguer avec les agences régionales de santé, avec la DGOS. Et c'est vrai que j'ai un peu le sentiment de décalage entre ce que l'on arrive à dialoguer ici et des fois des situations de terrain où un peu de bonne volonté, un peu de respect mutuel entre les groupes, entre les CME, entre les praticiens libéraux, permettrait de libérer, parce que je veux bien qu'on mette une deuxième IRM, c'est tout à fait logique, mais il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et ça, c'est caricatural d'un vieux débat. Est-ce que vous voulez réagir à ce cas particulier? Non, pas un cas particulier, mais je le mets en exergue parce que... Exemple, parce que c'est simple d'utiliser toujours les exemples qui font tension sur un territoire donné. Moi, je ne vais pas rentrer sur les cas particuliers, on va être très, très clair. Moi, je me souviens par contre avoir refusé une autorisation d'IRM à un hôpital, parce qu'on avait exigé justement que ce soit un partenariat public-privé et que l'IRM soit bien partagé entre le public et le privé, et que ce projet conduisait effectivement à écarter les libéraux
et les 2 cliniques concernées du projet. C'est pas simple de le refuser. Vous avez l'implantation, vous refusez le projet parce que vous dites je ne reprendrai ce projet, je n'accepterai de lui donner une autorisation que s'il est porté dans le cadre d'un GIE, du GIE préexistant en plus, et donc que le privé soit partie prenante. Donc vous voyez, vous avez aussi des exemples dans l'autre sens, et j'aimerais bien de temps en temps aussi qu'on mette en avant ces exemples-là. Oui, Maurice Bensoussan, le président URPS Occitanie. Juste, je reviens à la thématique à proprement parler de la table ronde, ce qui ne veut pas dire que cette question ne soit pas essentielle des autorisations et de ce qui se joue dans l'Exos. Sur les relations entre médecin libéral et établissement privé, le médecin libéral et l'établissement privé. Sans langue de bois, parce que c'est un peu difficile dans ce registre-là. Pour les médecins spécialistes, c'est inversement proportionnel aux généralistes. L'apport et l'appui des services d'hospitalisation privée est essentiel à la pratique de la médecine spécialisée en libéral. Et on a bien vu combien c'est compliqué pour les ARS de trouver des interlocuteurs en région dès qu'il s'agit de s'adresser aux établissements. L'histoire du CAQES actuellement le pose de manière extrêmement caricaturale. Donc c'est juste aberrant. Donc on est juste sur une aberration qu'il faut lever parce que c'est impossible. Et on confie ce qui relève des médecins, bien sûr, au seul interlocuteur possible. Donc ça doit être tranché. Je ne dis pas que c'est simple, ça n'est pas simple. Néanmoins, sur ces aspects-là, je crois qu'il y a urgence de clarifier les relations entre établissements et cliniques, pas seulement avec l'arrivée des groupes. Donc bien sûr, l'arrivée des groupes, de l'actionnariat, de grands enjeux, c'est autre chose, et ça pose de vrais problèmes, et ça va poser demain de vrais problèmes aux ARS qui sont en conflit d'intérêts. Donc les ARS se retrouvent en conflit d'intérêts dans certaines situations, quand des groupes ont une maîtrise d'un nombre conséquent de lits d'hospitalisation dans des spécialités particulières, des activités particulières. On ne pourra pas le détailler là. Moi, je reviendrai plus sur l'ubérisation de la médecine spécialisée, des spécialistes qui exercent en clinique, qui a commencé bien avant Uber. C'est-à-dire qui a commencé avec la loi HPST, qui permet toujours, parce que ça n'est pas abrogé, et je souhaiterais ici qu'on puisse réfléchir à cette possibilité d'avancer sur ce terrain-là, qui a permis à un établissement, un directeur d'établissement, d'encaisser les honoraires en lieu et place du médecin à partir de la rédaction de feuilles de soins. Cette question est essentielle, parce qu'elle ouvre aujourd'hui à une forme de pseudo-salariat, d'allégeance, de dépendance du médecin à l'égard de l'établissement, quand la feuille de soins, quand l'activité du médecin n'est pas intégrée au prix de journée, mais qu'elle est prise sur une feuille de soins qui n'est pas faite par le médecin, qui est faite au nom du médecin et qui est encaissée par un tiers, avec une autre forme de reversement que ce qui existe dans la plupart des cas. Ce n'est pas bien sûr le cas des 99% des médecins libéraux du groupe L100. Donc ce point-là est essentiel parce que dans certaines spécialités, dans certaines activités, c'est en train de plomber l'hospitalisation privée et de la ramener à presque une inexistence. Donc cet aspect est essentiel. Ensuite, la question du contrat, c'est comme pour le mariage, c'est exactement pareil. C'est-à-dire on en parle avant de se marier ou pas du tout, ça peut être un choix. Pour l'hospitalisation, il faut quand même signer un contrat, donc tout va bien. Ça se passe mal à la fin, quand il y a divorce, ou qu'il y a séparation, ou quand il y a conflit. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible de ne pas se pencher sur la nécessaire indépendance de l'exercice d'un médecin spécialiste dans un établissement quand il n'est plus actionnaire. Ce n'est pas comme avant, quand il y avait d'autres possibilités qui étaient compliquées. Donc il portait cette ubiquité où il était à la fois médecin et actionnaire. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. On ne peut pas continuer à fonctionner sous cette forme-là de contrat. C'est-à-dire on ne peut pas continuer à fonctionner avec la seule visée de code de déontologie sur les contrats. Il doit y avoir autre chose qui se joue pour garantir en effet que le médecin conserve une indépendance et n'est pas lié lui aussi à la performance du résultat d'exploitation de l'établissement, même si c'est une réalité dont il faut tenir compte. Donc je crois que ces enjeux sont essentiels. Mon syndicat, donc le SML, avait fait des propositions assez précises par rapport à ces évolutions-là qui sont indispensables au niveau des contrats, au niveau de la place des CME. Est-ce que c'est souhaitable que ça tende vers ce qui se joue dans le public? Parce que c'est quand même très différent dans le privé, même si on entend c'est pareil public-privé, donc c'est faux. Il y a encore certaines personnes qui pensent que la relation est la même. Non, elle n'est pas la même. Mme Courrèges l'a très bien dit. Elle connaît tous les présidents de CME en ce qui concerne le privé, l'interlocuteur et le chef d'établissement, parce que c'est ainsi. Donc on est sur ces enjeux essentiels, parce que demain, les cartes sont rebattues et on assistera à la fin de cette richesse que représente la pratique libérale en établissement privé. Merci.
Didier Simon, URPS Nouvelle-Aquitaine. Oui, moi j'aimerais aborder, effectivement, on a parlé du PRS, de l'organisation des soins, le bon médecin au bon endroit pour le bon patient, hein, ça a été évoqué comme ça. Et effectivement, le sentiment qu'on a sur le terrain, au final, quand on est confronté à nos ARS respectifs, c'est que le monde libéral est une variable d'ajustement au monde public dans la structuration de l'offre de soins. Et l'obstacle essentiel à cette structuration, c'est les mentalités, bien entendu, on en a parlé, mais c'est aussi une logique économique qui n'a pas été abordée, c'est la logique de la fongibilité des enveloppes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on est dans une certaine incapacité culturelle, probablement, hein, franco-française, à pouvoir mettre en jeu, quand on a un besoin particulier, hein, on l'a par exemple pour la PDSA en médecine générale, où on est capable, une ARS est capable de financer à 1 000 € de salaire jour un urgentiste parce qu'il faut un urgentiste, mais n'est pas capable effectivement de rémunérer équitablement ou des médecins régulateurs ou d'augmenter l'indemnité d'astreinte des médecins sur le terrain pour avoir une complétude du tableau de garde pour rester attractif. Donc le problème, il est dans la fongibilité. Et moi, la question que je pose au final, c'est quand est-ce que nous aurons politiquement, culturellement et de manière aussi dans le droit, la fongibilité des enveloppes pour structurer dans la meilleure offre. Si c'est le libéral qui offre les meilleures possibilités, on finance. Si c'est le public, c'est le public. Et on va peut-être basculer de ces fonds d'État qui sont à 97%, on l'a dit tout à l'heure, orientés vers le monde public, que ça puisse être orienté vers le monde libéral. Alors on va continuer dans les questions et les commentaires. Allez-y. Oui, juste une petite réaction, Frédéric Cordet, un peu plus court si c'est possible. Oui, plus court, je fais très court. Je voulais juste réagir aux larmes de crocodile versées là, sur l'absence des médecins dans les réunions de CME. Il faut quand même rappeler que la FHP a quand même toujours bloqué toute velléité et les volontés qu'on avait de donner un petit peu de pouvoir aux CME pour qu'elles participent un peu à la gouvernance. Voilà, aujourd'hui, une réunion de CME, c'est un listing de contraintes administratives et de réglementations qui s'entassent et qui compliquent de plus en plus au quotidien l'exercice. Donc c'est vrai que les médecins fuient ces réunions, qu'il est de plus en plus difficile de trouver des bonnes volontés pour être président de CME. Hein. Voilà, donc si vous voulez des gens dans les CME, donnez-leur un petit peu de droit et vous verrez que les médecins s'investiront dans la gestion. Voilà, passez le micro à votre voisin. Philippe Aramontuco, je suis président de l'URPS ML Nouvelle-Aquitaine et radiologue. Désolé. Vous évoquiez, madame, tout à l'heure, votre difficulté d'appréhender le monde libéral et en particulier dans les établissements, que vous aviez effectivement la difficulté d'identifier les intervenants. Tournez-vous vers les URPS. On connaît tout le monde. Ça a été dit, oui. Voilà. On connaît, oui, mais ça ne se fait pas. Et je peux vous citer un exemple, et je pourrais vous en citer 36. Lorsque l'URPS veut, par exemple, faire une enquête sur l'activité d'imagerie, par exemple, dans les établissements privés, elle envoie un questionnaire aux directions d'hôpital, de clinique. Voilà, directeur de clinique, il n'a aucune idée de la façon dont fonctionne, ou très peu, un service de radiologie qui est autonome dans sa clinique. Elle lui demande d'assurer un certain nombre de services qu'il exécute, mais après le fonctionnement, le personnel, les astreintes, le nombre d'activités, elle ne sait pas. Donc, il faut quand même à un moment donné s'adresser aux personnes compétentes. Et encore une fois, si vous avez des difficultés dans les ARS, tournez-vous vers les URPS. C'est noté. Voilà. Notez, bien noté. J'ai pas terminé, excusez-moi. Voilà. On a parlé beaucoup quand même de territorialité sur ces 2 jours, et tant mieux. On a parlé aussi de confiance hier, effectivement, qu'il fallait rétablir entre en particulier les tutelles et le monde libéral. Aujourd'hui, on parle effectivement des alternatives publiques-privées et parfois des difficultés de concurrence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans quand même beaucoup de territoires, on n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus en termes de concurrence, on est en termes de survie de services rendus à la population en matière de présence médicale. Je ne reviendrai pas sur Bergerac, ça a été évoqué, mais c'est un exemple typique, et des exemples comme ça, il y en a plusieurs, et on se rend compte quand même que dans les territoires, globalement, on essaie de sauver le système hospitalier pour effectivement garder une présence médicale, mais au détriment bien souvent des établissements privés, avec des résultats
qui ne sont pas à la hauteur des espérances. Et il me semble qu'aujourd'hui, quand même, la priorité des priorités, c'est de sauver le tissu médical encore présent sur ces territoires. Alors on joue aux apprentis sorciers, et je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que vous prenez quand même le risque, lorsque vous faites ça, de faire partir tout le monde. Voilà. Lorsque vous avez 2 véhicules, excusez-moi de la métaphore et puis j'en terminerai là, mais si vous avez 2 véhicules chez vous, dont un qui est à bout de souffle et l'autre qui tourne bien, à aucun moment il vous viendra l'idée de démonter celui qui marche bien pour aller réparer celui qui ne marche pas. Voilà. Celui qui ne marche pas, c'est lequel, hein? Ici, et puis 2 alors. Hein. Voilà, et puis Jean-Paul ou Patrick. Xavier Beauchamp de Bergerac, la clinique du groupe Elsan dont on parlait tout à l'heure. Quand j'ai commencé la chirurgie, à mon âge que j'ai aucune crainte. Non. Quand j'ai commencé la chirurgie il y a 30 ans, dans chaque ville de France, pratiquement, ou en tout cas dans chaque département, il y avait des maternités libérales. Et en l'espace de 30 ans, ces maternités libérales, dans la moitié des départements ou un peu plus maintenant, elles ont fermé. Elles ont fermé pas parce qu'elles étaient incompétentes, mais parce qu'il y a eu une décision politique de les fermer. Et on est en train de vivre la même chose sur la chirurgie. On voit des établissements en parfaite santé à qui on coupe les moyens d'existence, à qui, par le biais des autorisations, les ARS ont un droit de vie ou de mort sur des pans entiers d'activité ou même sur l'établissement. Et on voit en fait ce qui s'est profilé en obstétrique en l'espace de 30 ans, c'est en train de se produire sur la chirurgie, en particulier sur les villes moyennes. Alors, je ne reprendrai pas l'exemple de ma propre ville, je vais simplement sur la ville d'à côté. Il y a à la clinique Francheville à Périgueux une équipe de cancérologues, il y a un service de scintigraphie, et il est question de mettre un PET scan sur la ville de Périgueux. Le PET scan, ça nécessite la gestion de matériaux radioactifs, donc il est logique de la mettre là où est la scintigraphie. Cette installation qui est logique pour tout le monde, elle ne se fait pas, c'est-à-dire que le PET scan pour le moment n'est nulle part. En tout cas, il n'est pas question de le mettre à la clinique, alors que toute la logique voudrait que ce soit comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 5 ans, si le PET scan n'est pas installé, ce service de cancéro, il lui manquera des éléments pour être au niveau de ce qui est devenu la médecine. Donc il va péricliter, et après on pourra dire « Ah ben oui, mais Francheville, vous n'avez pas le PET scan, ben maintenant la cancéro, c'est plus vous, c'est l'hôpital. » C'est-à-dire que les biais des autorisations, c'est un moyen extraordinaire et parfois très dangereux pour contraindre l'activité à se recentrer sur l'hôpital public, quel que soit l'état de l'hôpital public. Vous répondrez globalement à la fin, parce que sinon, il faut qu'on finisse dans 3 minutes. Alors, 2, là, vous n'avez pas de micro? Alors, allez-y. Ouais. Alors, vraiment, vous avez 10 secondes maintenant. 10 secondes par intervention. Il y a levez-vous, on vous connaît. Une remarque et une question. Alors la première remarque, c'est, et on n'a pas parlé, on parle de l'offre de soins territoriale, il y a quand même une structure où tout le monde peut discuter de l'offre de soins territoriale, c'est les conseils territoriaux de santé. Tout le monde peut être représenté. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. Moi, je suis président de la conférence du conseil territorial du Cher. Effectivement, il manque la plupart du temps l'hospitalisation privée qui ne vient pas défendre justement ses positions. Il manque les présidents de CME. Et je crois que là, ça pourrait être un endroit où les gens pourraient... Alors, je ne dis pas qu'on prendra des décisions, mais au moins, on a une vision du territoire et tous les différents aspects, même les usagers, sont représentés. Donc, je crois qu'il faudrait peut-être se pencher un petit peu sur le mode de fonctionnement plutôt que de multiplier les commissions, les entrevues, etc. La question, c'est à quand un zonage spécialiste de proximité ? Voilà. Alors après, Jean-Paul Ortiz. Oui, merci. Il me semble que le débat qu'on a depuis un moment tourne autour des problèmes de gouvernance. Tourne autour des problèmes de gouvernance parce que l'établissement de soins privés a évolué dans son actionnariat, puisqu'avant, c'était les médecins qui étaient propriétaires des cliniques. Alors, il y a encore les NCN ici, mais il y en a quand même de moins en moins. Or, aujourd'hui, on a évolué vers un actionnariat capitalistique de type financier, dont acte. Et donc la place du médecin se pose clairement en matière d'établissement de soins privés. D'autant plus que le médecin, il faut que nous aussi on balaye devant notre porte, il est très individualiste, il a du mal à rentrer dans un collectif médical à l'intérieur d'un établissement de soins dont vous parliez tout à l'heure, Jérôme Nouzareth. Moi, je crois que le problème central aujourd'hui,
il est celui d'une gouvernance et d'une volonté des interlocuteurs. Et c'est ma question que je voulais poser, je crois que c'est notre ami Cordet qui en a parlé tout à l'heure. On a des CME dans les établissements de soins privés. On dit, et vous avez raison, Cécile Courrèges, de dire elles sont désaffectées, on ne connaît même pas les présidents, etc. etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est abreuvé de contraintes au niveau des fonctions transversales, comme à l'hôpital public, sauf qu'à l'hôpital public, ce sont des médecins salariés qui le font sur leur temps de travail. Et nous, on le fait en plus et bénévolement. Au niveau des CME, c'est exactement la même chose. Les présidents de CME, ils sont associés à la gouvernance des hôpitaux publics et ils ont des décharges de temps, ce qui n'est pas le cas en hospitalisation privée. Alors la question, elle est globale, à la fois au niveau de la gouvernance de chaque établissement et la gouvernance éventuellement de groupe. Est-ce que oui ou non, vous êtes prêts à avoir une gouvernance qui intègre les médecins d'un point de vue collectif, c'est-à-dire le président de la CME, dans vos conseils d'administration, dans vos structures de gouvernance de chacun des établissements et éventuellement du groupe? Et est-ce qu'au niveau des interlocuteurs et des ARS, est-ce que vous êtes prêts à associer, chaque fois que vous voulez parler à un établissement de soins privés, à associer au directeur ou au représentant juridique de l'établissement le président de la CME ou le représentant du collectif médical, parce que sinon on n'en sortira jamais. Et vous demanderez des engagements à un directeur d'établissement qui va s'engager pour autrui, c'est-à-dire pour des médecins, sur lesquels il a une relation interpersonnelle, mais il faut cultiver cette histoire collective. Et là, je pense que nous avons tous une responsabilité partagée, à la fois les médecins, qui doivent y participer et s'impliquer, mais les interlocuteurs, la gouvernance des établissements et la gouvernance générale. Question claire. Patrick Gasser, la dernière question ou commentaire. Et puis après... Sinon, ce sera deux questions qui sont peut-être compliquées à terme. Mais je prends le libellé de la question de départ, c'est quelles sont les perspectives. Et on ne s'est pas projeté dans les perspectives. On ne n'a pas donné de perspectives là sur cette table ronde. Nous allons avoir de profonds changements. La population nous demande autre chose, la proximité. Et nos établissements aujourd'hui, y répondent assez peu. On n'a pas fait ce virage ambulatoire. Il faut donc qu'on donne de nouvelles organisations. On voit certains pays qui sont organisés un peu différemment. Je prendrai l'exemple de l'Allemagne et des MVZ en ce qui concerne les médecins spécialistes, quoique au sein de ces maisons, particulièrement, il y a des médecins généralistes qui sont en coordination avec les médecins spécialistes. Et là, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu que probablement nous avons en commun avec les gestionnaires d'établissements, avec les groupes d'établissements. Et j'aurais aimé avoir un peu l'avis de Jérôme Nouzareth sur cette perspective. Comment il la voit et comment il voit la construction. Parce que je pense que la construction qui a été faite aujourd'hui dans nos établissements de soins ne doit pas être la même que celle qui va être faite dans la proximité. La deuxième question, ce sera pour le régulateur. Aujourd'hui, on a beaucoup mis en avant le régulateur en disant, globalement, il y a un peu un conflit d'intérêts. Le public, et c'est vrai au travers de l'Axos, moi qui étais un président d'Oxos, j'ai eu énormément de difficultés, les choses ont peut-être changé. Mais je crois que pendant ces 5 ans, peu de gens ont vu la différence. Et c'est de se dire, à un moment, quelle est la place de la démocratie sanitaire? On en parle beaucoup. Moi, je n'y croyais pas. Est-ce qu'il faut encore y croire? Et là, je pose la question donc à la DGOS et et à un directeur d'ARS, parce que c'est là où on a besoin du changement. Et entre guillemets, la concurrence, elle est aussi bonne. Hein. La concurrence, ça fait augmenter la qualité. Hein. Vous mettez 2 restos l'un à côté de l'autre, et croyez-moi, les restos, je les connais. Eh bien, ouais, c'est bien pour ça. Eh bien, on augmente le niveau de la qualité. Et c'est pour ça que la concurrence, il faut la garder.
Merci. Alors, à partir de maintenant, le buffet refroidi, hein, c'est pour mettre sous pression. Donc, non, on va faire un tour de table, si je puis dire, même s'il n'y a pas de table, s'il y en a une. Alors, très rapidement, Oui, bon, vous n'allez pas répondre à tout, mais sur l'esprit, un petit peu, toutes ces questions, tous ces commentaires. On va revenir sur la double entrée de ce thème. Finalement, on aperçoit l'interne qui correspond en interne et puis les relations avec les tutelles au sens large. Moi, je voudrais 2 points. Premier point, l'ambiguïté du positionnement se retrouve dans ce que dit Jean-Paul Ortiz, c'est-à-dire, moi, directeur d'ARS, je demande à parler au responsable de la clinique machin. Est-ce que je lui impose de venir avec son président de CME? Je ne connais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur et il est libre de me dire, mais non monsieur, moi je viens tout seul parce que moi, vous voyez, l'institution. Et il lui appartient de venir avec qui il veut et moi je ne lui impose pas de venir avec son président. Et d'ailleurs, je serais vicieux, je le ferai. Parce que ça peut être l'occasion d'un duel devant moi entre le médecin et l'institution, ce qui peut me régaler dans un certain nombre d'arrière-pensées que je peux avoir. Voilà. Non, mais je caricature. Non, mais ça pose l'ambiguïté, ce que tu as souligné, je partage, c'est tout ce sujet-là. Mais quand même, la vraie vie, c'est ça. Deuxième point, j'ai entendu parler de pourquoi, finalement, dans un territoire, alors qu'on sait que les chirurgiens sont bons, etc., et qu'on s'obstine à maintenir. J'attire comme l'attention à tout le monde sur le fait que dans certains territoires, il est déterminé par la vox populi, par la démocratie sanitaire à travers ses instances, qu'il faut une maternité, qu'il faut une chirurgie, très bien. Donc tout le monde détermine que pour la prise en charge correcte des gens, il faut telle structure. Et de façon simple, voire simpliste, on dirait, écoutez, pourquoi vous ne donnez pas tout ça à la clinique privée d'à côté? Oui, pourquoi pas. Il y a juste un problème. Il y a juste un problème qui me garantit la pérennité de l'offre, de l'offreur privé dans ces conditions-là. Je dis à l'hôpital, vous arrêtez tout, la maternité, la chirurgie, tout ce que vous voulez. Et puis, la clinique du coin est nettement mieux armée à l'heure actuelle pour le faire. Mais qui me garantit que dans 10 ans, pour des tas de choses, l'âge du capitaine, la vitesse du vent, la durée moyenne d'ensoleillement, je ne sais pas, capitalistique éventuellement, la clinique sera toujours présente. Et comment je fais? Comment fait le régulateur? Comment fait l'État pour répondre aux besoins qui auront été préalablement déterminés par tout le monde? Voilà. Alors, Jérôme, c'est peut-être une vraie question, il ne faut pas que ce soit un prétexte. Voilà, parce que c'est trop souvent utilisé comme un prétexte. Voilà. Merci à Jean-Paul Ortiz d'avoir fait la publicité du groupe Elsan, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Mon associé depuis 20 ans est un médecin, et dans les conseils d'administration de toutes les cliniques, les médecins sont non seulement représentés, mais souvent majoritaires. Une ancienne. Une ancienne clinique Elsan. Non. Une nouvelle, pardon. Une nouvelle. Une nouvelle. Une nouvelle. Voilà. Laissons le temps. Là. Non, je dis que l'esprit, c'est celui-là. Pas de cas particulier, s'il vous plaît. Allons-y. 30 secondes. C'est fini? Parfait. Oui, est-ce que c'est de passer d'un établissement plus proche des patients? Patrick Guesser, les perspectives sur quel sujet? Sur le territoire, c'est un peu à l'Allemagne. Avec des satellites plus proches. Est-ce que l'État... D'accord. OK. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était en filigrane, lorsque j'ai parlé des territoires, et lorsque j'ai dit que dans le cas du New Deal, c'était un sujet qui était important, et j'ai mis en parallèle le sujet de la délégation de tâches et le sujet de la télémédecine. Et je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque je parlais de Guéret. Voilà. Donc, tous les outils sont là. J'en parlais tout à l'heure avec Jean-Yves Graal. J'espère que nous allons pouvoir avoir un peu de dérégulation en début de ce quinquennat pour pouvoir ensemble innover, entreprendre. Il faut un souffle nouveau. Encore une fois, et là, ça sera mon dernier mot, dans libéral, j'entends entreprendre. Et je pense que nous sommes tous des entrepreneurs en puissance. Laissez-nous entreprendre. Je me tourne vers Madame Courage. Laissez-nous entreprendre. Madame Courage va conclure. Mais ce n'est pas lapsus parce qu'elle a du courage, autrement elle ne serait pas là. Moult courage. Oui, je crois qu'on a vécu une période où les hôpitaux, les cliniques étaient bien confinés dans leurs murs. Demain, l'avenir, c'est sortir des murs. Sortir des murs, c'est le territoire et imaginer des modèles par rapport au territoire. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on puisse travailler avec l'ensemble du monde libéral. Il n'y a pas que les médecins, il y a également toutes les autres URPS, parce que ça s'appelle, tout le monde l'appelle le parcours de santé.
et que demain, il faudra vraiment que nous puissions nous positionner par rapport au parquet de santé. Alors, juste un point par rapport au CME. Je n'ai pas versé de larmes de crocodile par rapport au CME, parce que les CME dans les cliniques sont parfaitement décrites. La problématique, et ce que je regrettais, c'est que les praticiens, alors pour des raisons historiques sûrement, hein, les praticiens ne prennent pas suffisamment en compte cette logique et cette force que représente la force du métier que vous avez, que nous accompagnons, puisque c'est réellement la médecine, comme l'a dit Jérôme, c'est les médecins qui font la valeur des établissements. Merci. Éric Blondet. Oui, moi j'apporterai juste, je ne vais pas répondre forcément aux perspectives, je pense que j'en avais ouvertes, en tout cas quelques-unes. Territoire, certes, on a beaucoup parlé de structures, je crois qu'il faut parler de compétences qui sont portées par les hommes, et que vous parliez, M. Graal, de la pérennité d'une structure, mais il y a des hommes qui y travaillent, qui apportent cette compétence-là, une offre de soins, et ces hommes-là, si la structure évolue, ils évoluent aussi, et ils peuvent être amenés à rester sur le territoire. Donc c'est là où il faut vraiment cette réflexion sur l'offre de soins, lui donner des perspectives qui soient sereines de façon à pouvoir évoluer, pouvoir s'adapter. C'est le multisite, c'est tout ce qu'on a pu évoquer, on ne va pas y revenir, et tranquilliser de façon à ce qu'on puisse se projeter sur l'avenir et pas toujours être sous l'impression d'être sous le joug d'une décision administrative. Merci. Cécile Courage. Ça va. On me l'a déjà fait plusieurs fois. Hein, et c'est pas fini. Je crains. Non, mais ce qui est bien, c'est que quand on va dans un congrès plutôt représentation, où il y a une représentation plutôt de l'hospitalisation privée, ou quand on va plutôt dans un congrès de l'hospitalisation publique, il y a une cible commune qui s'appelle l'ARS en général. Puis la DGOS derrière, c'est assez... Mais oui, mais pareil, autrement on ne viendrait plus. Mais bon. Mais je rappelle quand même qu'il y a quand même aussi des maternités ou des plateaux chirurgicaux publics hein, qui ferment. Et j'ai quelques exemples récents encore en tête, parce qu'en général, j'ai pas mal d'interventions aussi sur ces sujets-là qui viennent, puisque c'est comme des petits enjeux d'aménagement du territoire associés. Tout à l'heure, il a été évoqué les 1 000 € pour faire venir un intérimaire et que ce serait mieux sur la PDSA. En fait, le vrai sujet, c'est qu'on ne devrait pas avoir à payer des sommes de cette nature-là et à devoir fonctionner encore à ces niveaux-là avec des intérimaires. Et c'est ça la question qui nous est plutôt posée, notre responsabilité. Elle est plutôt là, c'est plus que le sujet de ce qui pourrait justifier la fongibilité. Parce que la fongibilité, elle se justifie en elle-même et elle déplace, c'est pas une fongibilité sectorielle, c'est pas le sujet. La fongibilité, elle est surtout effectivement entre les différents secteurs de l'offre de santé pour qu'effectivement on aille beaucoup plus dans le sens que Alain Folzer pouvait dire, c'est-à-dire effectivement de réponse territoriale où effectivement on puisse mobiliser de façon beaucoup plus transversale les moyens, quel que soit, je dirais, le porteur des crédits au final, qu'il soit libéral, qu'il soit établissement de santé, qu'il soit établissement au service médico-social, et que malheureusement il faut reconnaître que c'est encore une de nos grosses marges de progrès aujourd'hui. Le FIR permet en partie à quand même constituer une zone de progrès, mais le FIR dans une région pour une ARS, c'est 2% de la dépense de santé, de la dépense d'assurance maladie d'une région. Donc ça a un effet de levier, mais ça ne suffit pas à accompagner complètement la transformation et l'évolution de l'offre de santé sur les territoires. Et donc pour répondre aussi plus directement à une question, et ce sera ma dernière intervention qui a été posée, est-ce que s'il y avait une organisation institutionnelle plus forte effectivement, de la représentation médicale au sein des établissements, les ARS ou le régulateur serait amené plus à la reconnaître et lui donner une place, je réponds oui. On est de plus en plus, vous direz, dans une logique où on est quand même dans des débats de plus en plus aussi médicalisés sur un certain nombre de sujets. Le CAQES a été évoqué. Quand on parle prescription, quand on parle pertinence, on a besoin d'avoir une discussion qui est plus médicalisée que strictement comptable, comme d'autres termes ont pu être utilisés. Et on aurait besoin d'avoir justement en face de nous aussi des interlocuteurs médicaux. Combien de fois, je me rappelle, on a dû insister pour cette fois-ci des représentations institutionnalisées pour qu'en dialogue de gestion avec un établissement public, le président de CME vienne bien et prenne la parole et s'exprime avec le chef d'établissement. Je dirais c'est la même logique avec un établissement privé. On a besoin de cette parole-là. Et donc c'est vraiment moi l'expression d'un regret aujourd'hui qu'aujourd'hui, inégalement, parce que ce n'est pas là aussi blanc ou noir, on n'a pas toujours ces interlocuteurs identifiés, reconnus et avec la légitimité qu'il faut. Merci. Bon appétit à tous.